Bonjour tout le monde, merci d'être présent. Aujourd'hui, on va parler multi-tenante, multi-instance et beaucoup de choses. On va voir un petit peu, je vais vous raconter une petite histoire, un retour d'expérience sur ce que j'ai vécu d'un projet de transformation d'un site web multi-instance vers du multi-tenante, pourquoi on a pris cette démarche-là. Et aussi un apport sous les ADR, vous verrez, on va en parler pas mal, on va parler un petit peu de documentation. Avant de commencer, comme toute petite histoire, il y a une petite histoire aussi que j'aimerais vous raconter. Voilà. Fanny parlait tout à l'heure d'un ordinateur, j'ai pas retenu le nom, je pense que je suis un petit peu plus récent, mais pas bien loin. Commodore 64. J'ai commencé à coder sur cette machine branchée à un télécathodique avec des cassettes et c'était plutôt sympa. C'était ma première expérience. Je n'ai pas codé en 82, pour info. Je suis fan de Retour vers le futur, mais ça c'est un détail, vous le verrez au fur et à mesure. Grande date aussi, l'arrivée de Java 1995. On est sur Java 25 qui va sortir maintenant. Moi j'ai commencé à développer dans les années 2000 en Java, du back, beaucoup de back, des EJB, la JSP, coder des accès bases de données dans les JSP, ce genre de truc. Qui a fait ça? Ah ouais. C'était pas mal, hein. Intéressant. J'ai fait du swing aussi pour faire de l'interface graphique client lourd. C'était assez magique. Bref. La meilleure console de tous les temps, pour info. 2010, Kafka, je fais beaucoup d'architecture orientée événement. 2010, ça fait déjà aussi 15 ans que Kafka existe. C'est quand même un outil plutôt efficace. Je vous remets quelques petites dates comme ça. Arrivée de Google Cloud 2011. 2011, c'est justement une date assez clé dans tout ce que je vais vous partager. L'arrivée des cloud providers, c'est aussi l'arrivée beaucoup de faire cohabiter plusieurs entreprises sur les mêmes serveurs, sur les mêmes instances en tant que telles. Donc l'arrivée du multitenante, il a un peu son avènement à ce moment-là aussi. Kubernetes, on va parler de ça tout à la fin. ChatGPT, déjà 3 ans. Et aujourd'hui, le Summer Camp. Ça retrace un petit peu ce que j'ai vécu aussi. Et du coup, moi, c'est Sébastien. J'ai plein de badges, enfin bref, du Google et beaucoup de Kafka. Mais en tout cas, moi, je vais vous parler aujourd'hui de pas mal de choses autour du multi-instance, du multi-tenant, des ADR et un peu d'IA, parce qu'il faut faire joli avec tout ça. Bon, c'est assez pompeux, mais en tout cas, premier avertissement, je suis désolé, j'ai mixé plusieurs expériences en une, donc tout ce que je vais dire n'est pas forcément complètement réel, mais en tout cas, est toujours réel, mais pas forcément dans le même contexte. Voilà, j'ai adapté plusieurs choses. On a planté un peu le décor, multi-instance, multi-tenante, on parle de multi, quoi, on va aller un petit peu sur les définitions dès le début de quoi on parle. On disait 2011, l'avènement multi-tenante, peut-être même avant, peut-être après, peu importe. Mais en tout cas, on va repartir de l'histoire, de mon histoire que je souhaitais vous raconter. On se positionne sur une entreprise qui sort son site web dans les années peut-être 80, fin 90, début 2000, premier site web. D'ailleurs, apparition de la DSL en 99, beaucoup de dates, j'aime bien les dates. Apparition de la DSL en 99, premier site web qui apparaît aussi dans ces années-là. On n'a pas les mêmes complexités que maintenant. Et effectivement, le site web de l'époque était fait de façon monolithique, comme tout ce qu'on faisait un peu à l'époque. Une grosse brique au milieu avec mon URL qui me permettait d'accéder à mon site de vente en ligne français. Je vends des vêtements, je viens de Lille, donc on vend beaucoup de vêtements, on vend beaucoup de marteaux, on vend beaucoup de vélos dans les entreprises du Nord. Voilà, donc on vend tout ça. Mais en tout cas, j'avais un gros monolithe. Un monolithe dans mon histoire qui est basé Java. Hein, voilà, vous avez vu des EJB, des choses comme ça, et basé aussi sur des solutions un peu d'e-commerce qu'on trouvait à l'époque.
Fonctionnalité limitée, mais en tout cas, ça répondait très bien à ce qu'on voulait faire à l'époque. Donc mon monolithe, mono-instance. Très vite, on a voulu faire évoluer cette architecture. Alors, je vous ai simplifié. Hein. Le but, c'était de casser le monolithe. Je ne vous ramène pas la complexité de ce qu'on a un petit peu maintenant dans toutes les applications web, les BFF, tout ce qui est l'interface devant de DNS, de WAF et tout ça, j'en passe, et des meilleurs. Mais en tout cas, on a essayé de rendre notre architecture un petit peu plus modulaire et de découper notre monolithe en un système mono-instance. Une seule instance d'infrastructure faisait tourner mon site web français. Je déploie du code dedans et ça fonctionne comme ça doit le faire. Le multi-instance, c'est dupliquer ce modèle-là. Dupliquer ce modèle-là, c'est de se dire, OK, j'ai une super opportunité, j'ai la possibilité d'ouvrir des sites en Espagne. OK, c'est super. Moi, je copie-colle tout ça. J'ai mon site français. Je te fais une copie exacte sur le site espagnol. Magnifique. J'ai dupliqué mon instance en une deuxième instance. J'ai deux instances identiques qui vivent leur vie de façon différente. Si on voulait faire une petite analogie, je vous ai mis un petit bungalow de camping là-haut. La petite analogie, c'est justement ce bungalow. Ce petit bungalow que vous louez, vous avez chacun votre bungalow dans le camping. Vous avez chacun votre douche, votre frigo, votre cuisine, etc. Et vous avez dupliqué ce modèle-là. Si on regarde un petit peu les avantages et inconvénients de ces modèles-là, de ce modèle multi-instance, c'est que c'est quand même super. Hein. Moi, j'ai ma douche. Je ne suis pas obligé de partager la douche et les toilettes avec les autres, donc c'est plutôt sympa, je suis plutôt isolé. C'est plutôt sécurisé, ce mode-là, en termes de disponibilité, quand on parle aussi des toilettes. Hein. C'est plutôt sympa, j'ai accès à mes toilettes tout le temps. Mon frigo est sécurisé, on ne va pas me piquer des gâteaux, etc. dans mon frigo. J'ai la possibilité de réacheter plein de bungalows, donc j'ai la possibilité de faire scaler mon application un peu comme je le veux, suivant mon besoin. Mon site français est peut-être plus important que mon site espagnol, du coup, je vais avoir des machines différentes sur mes sites français que sur mes sites espagnols. Je vais pouvoir m'amuser à customiser mon instance, donc je peux m'amuser à mettre des stickers ou changer la couleur de mon bungalow, je fais ce que je veux avec tout ça. Donc ça, c'est un peu tous les avantages qu'on retrouve sur le multi-instance. Par contre, les désavantages, clairement, c'est quand je dois recréer une nouvelle instance, j'ai un nouveau site web à créer, j'ai quand même pas mal de choses à faire, j'ai pas mal d'infrastructures à remonter, que ce soit cloud ou pas cloud, peu importe, et ça peut me coûter cher. Donc, si je reprends l'analogie du bungalow, un bungalow, c'est quand même assez cher, il faut le remettre au bon endroit, il faut ramener les évacuations, etc., etc. Voilà, ça c'est le multi-instance. Le multi-tenante, c'est de se dire, à partir de la même infrastructure, je vais être capable de desservir plusieurs tenantes, plusieurs locataires, plusieurs sites web. Donc ça veut dire qu'à travers, si je schématise le même serveur, le même pod Kubernetes, je peux adresser des requêtes spécifiques pour ma France, des requêtes spécifiques pour l'Espagne, etc., etc. L'objectif, c'est bien de pouvoir récupérer mon catalogue de produits traduits en espagnol quand je suis sur le site français. Ok ? L'analogie, on est toujours dans le camping, mais là, on plante sa tente. On a une tente, on dort dedans, c'est très bien, on a un peu son cocon. Par contre, on a la salle commune. On a la salle commune avec les frigos. On a la salle commune avec la cuisine, on a les douches, etc., etc. Donc les avantages et inconvénients de ce multi-tenante, effectivement, ça maximise les ressources. Voilà, on a tous, dans les bungalows, on a tous des toilettes. Peut-être qu'avoir 3 toilettes plutôt qu'en avoir 25, un par bungalow, c'est peut-être suffisant. Donc on va maximiser les ressources en termes j'ai plus le mot, je reviendrai après. La réduction des coûts, du coup le fait de planter une tente, je vais pouvoir facilement
créer des nouveaux tenantes dans mon infrastructure assez facilement, par rapport à un bagalo, encore une fois, et la simplicité. Voilà, planter une tente, maintenant on a vu, les tentes c'est gonflable, on appuie sur un bouton, ça se déplie tout seul. C'est plus compliqué à undéployer finalement que déployer. Et du coup, c'est un gain de temps plutôt sympa. Par contre, désavantage, c'est qu'on se partage beaucoup de choses. On se partage beaucoup de choses et effectivement, on se partage, si je reprends l'analogie, la douche, les toilettes, c'est pas toujours cool de se partager des choses. Si je me partage un composant qui est fortement attaqué ou fortement sollicité par une période de solde sur la France, si je suis sur le même tenant, potentiellement, je vais avoir des problèmes de performance sur les autres pays. Ou même, je vais pouvoir avoir des problèmes, je déploie une feature buggée, je vais peut-être impacter tout le monde en même temps alors que j'aurais pu me défaire de cette problématique en multi-instance. Et la personnalisation, là, bon, effectivement, si tout le monde commence à mettre des stickers sur le frigo, à la fin, le frigo, bon, il ne ressemble plus à grand-chose. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on souhaite ouvrir demain 25 nouveaux sites, 25 nouveaux pays, 25 nouvelles langues. Donc c'est formidable, le multitenant, c'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut, et du coup, bon, on est parti, droit devant, et ça va super bien. Sauf que, en fait, c'est pas si simple que ça. Voilà, on s'est dit on s'est donné une petite trajectoire, on s'est fait une petite conviction, mais finalement, on se rend compte très vite qu'on est face à un enchevêtrement dans notre écosystème qui ne permet pas de passer d'un système multi-instance à multi-tenant. Donc ça, c'est une slide que j'aime bien réutiliser. Ça marche dans tous les contextes. Et tout le monde arrive à se rapprocher de cette chose-là et à trouver des choses dans son contexte mission, chez son client, dans son entreprise. Tout le monde a déjà vu ça. Donc c'est vrai qu'on a un système, donc là si on part des sites web, il y a eu des migrations, il y a eu des transformations, il y a eu des changements de logiciels e-commerce, il y a eu des réécritures complètes, et tout ça on est sur 20 ans d'historique. On a beau avoir fait des réécritures, quand on fait une réécriture, bien souvent on prend des raccourcis. Et quand on prend un raccourci, on se dit bon ça on le refera plus tard, tout le monde connaît la dette technique, on la note, on est d'accord, on va la corriger, et ça reste là pendant 10 ans. Donc on est dans une situation un peu compliquée et du coup changer ce mode mono-instance à multi-instance, ce mode multi-instance à multi-tenante, pardon, on va être un petit peu dans la panade. Et finalement aussi, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que je vous ai présenté tout à l'heure un front, un back, une base de données, c'est magnifique. On part de ça. On a une quarantaine de microservices qui gèrent des prix, des stocks, des produits, des recommandations, des paniers, des choses. Et on a 6 pays maintenant, 6-7 pays. On a des spécificités sur nos sites web. On sait que sur le Portugal, par exemple, il y a des moyens de paiement différents du site français. On rajoute à tout ça, donc là je vous ai symbolisé des fronts, des backs. Alors voilà, pas besoin d'aller dans le détail, mais du front, du back et de la base de données. On a multiplié ce modèle en mode multi-instance et du coup, une vingtaine de bases de données qui traînent à rationaliser, etc. On se demandait comment faire. Et on a rajouté du serverless en plus. Bref, c'est vraiment le schéma que vous aviez avant. Donc l'objectif, c'est de partir de ça. Chaque boîte pointillée, c'est un site web d'un pays. L'objectif, c'est d'arriver à une super boîte où on cache plein de trucs dedans. Tous mes microservices sont capables de répondre à tous mes pays, plus 25 nouveaux pays demain. Donc on ne peut pas y aller en mode Big Bang. Ceci étant, c'est quand même plutôt sympa, hein, si je reprends les avantages. 40 pods, enfin 40 déploiements, déployés dans Kubernetes, 3 pods chacun, en prod 3 x 40, x 6 pays, etc. On arrive beaucoup de pods, c'est du Spring Boot, ça consomme de la mémoire, ça consomme du CPU, etc., etc. On peut avoir un gain substantiel à faire ce type d'infrastructure. Et si en plus, je m'amuse à ouvrir demain un pays pour voir, pour tester, j'ai pas envie de mettre 2000 € d'infrastructure par mois pour un petit pays qui va me ramener peut-être moins que ça. Donc l'objectif de ça, c'est effectivement pouvoir ajouter demain, je mets l'Allemagne, je mets le Canada, je mets des choses, et ça ne me coûte pas plus.
Donc ça, clairement, mission impossible, on s'arrête tout, enfin tout le monde s'arrête, on se regarde et on se dit c'est pas possible. On sait qu'on voudrait arriver là, mais c'est tellement complexe que on peut pas y aller. Alors pourquoi on n'y va pas? Parce que d'une, on s'est dit, on ne sait pas faire de multitenante. Ce qui était un peu rigolo pour la petite histoire, c'est que l'outil, le logiciel initial utilisé était un outil multitenante qui gérait une notion de pays dans toute l'infrastructure. À l'époque, cet outil multitenante, ils mettent plusieurs pays dessus. Avec les serveurs physiques qui étaient disponibles, ce n'était pas possible. Donc ça a été tronçonné par pays pour créer du multi-instance. Et du coup, on a la dette technique qui fait qu'on a encore dans nos bases de données des colonnes qui s'appellent pays, qui sont plus du tout exploitées, mais voilà. Donc globalement, on ne sait pas faire. On ne sait pas comment ça fonctionne en tant que tel, on ne sait pas quelles problématiques on va avoir, on ne sait pas combien de temps ça va nous prendre pour faire toutes les évolutions. On imagine bien, hein, j'ai un microservice qui m'expose des prix, demain, il faut qu'il m'expose des prix pour la France. Voilà. On ne sait pas comment gérer les dépendances de chacun des pays, on ne sait pas comment isoler la donnée, etc. Bref, on ne sait pas. Donc quand on ne sait pas, la grosse réaction, c'est on plante la tête dans le sol, on arrête et on passe la balle au suivant. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire à partir de tous ces constats, c'est de se dire, en tant qu'architecte, je suis architecte transverse de tous ces sites-là, mon objectif, c'était d'essayer de travailler avec les équipes en place pour voir comment on pouvait se sortir de cette non-connaissance. Donc l'objectif, c'est qu'on a fait de la doc. Donc on a fait de la doc pour reposer au clair les choses. Donc voilà, on veut faire du multitenant. Pourquoi on veut faire du multitenant? Quels sont les intérêts, etc. Donc on a essayé de reformaliser les choses pour refaire des choses. Enfin, pour communiquer beaucoup de choses. Les architectures Decision Record, on en reparle juste après. Mais l'objectif, c'est de faire de la doc, comme je vous l'ai dit, mais pas faire de la doc comme on faisait comme avant. C'est pas très français, ça, mais... je rebondis sur le talk de tout à l'heure sur MKDoc. C'est un super support pour faire ce type de documentation. L'objectif, c'est pas de faire encore de la doc pour rien. C'est de faire de la doc utile et de la doc qui sera lue. Si on fait de la doc qui fait 25 pages de spec, personne ne va les lire. Si on fait de la doc avec de l'information incompréhensible, personne ne va les lire. Personne ne va la mettre à jour et c'est de la doc qui ne sert à rien. Et l'objectif de cette documentation qu'on souhaite faire, c'est qu'elle oriente les choix de demain. Pourquoi orienter les choix de demain? Parce que cette documentation sera la base de la compréhension du système de demain. Vous verrez, hein, on sait que dans nos systèmes, je pense que je parle un petit peu du slide d'après, enfin d'un slide un peu plus loin, mais on sait que dans nos systèmes, il y a des choix qui ont été pris. Donc on arrive, on se dit pourquoi on a utilisé MongoDB, pourquoi on a utilisé Postgre, pourquoi on a mis un Redis là, pourquoi on a fait ceci ou cela. Bien souvent, on cherche un coupable, déjà, c'est la première réaction, un peu étrange, mais bien souvent, on se dit, je ne sais pas. Donc c'est de répondre à ces questions-là avec les architectures Decision Record. Bref, on ne comprend pas ce qu'on est en train de faire. Okay, donc là, on ne savait pas, là, on ne comprend pas ce qu'on souhaite faire, on ne comprend pas comment arriver à notre cible du multitenante. Et l'objectif de nos ADR, de l'ADR en tant que tel, on n'a pas créé les ADR. Les ADR, elles existent depuis, encore une fois, alors j'ai essayé de retrouver la trace, la première trace qu'on trouve, c'est autour des années 2011 encore, autour de Google, autour de l'arrivée de Google Cloud. Mais on a toujours dû documenter des choix techniques. On a toujours dû les documenter, mais on les documentait de façon trop verbeuse, et du coup, c'était pas utilisable. Là, l'objectif, c'est de formaliser dans un document assez court, on verra juste après ce que ce document doit contenir. En tout cas, ce que nous propose, alors ma petite antichesse, Michael Nygaard, je vous enverrai le nom.
c'est en tout cas de synthétiser tout ça pour qu'on puisse ressortir l'ADR comme le joker magique. Ouais, non, mais je comprends pas. Là, on a dit ça, mais c'est pas une bonne idée. Et là, on sort l'ADR et on lui dit, bah écoute, on a discuté de ce sujet-là il n'y a pas longtemps et ça a été validé un peu par tout le monde et on a pris cette décision. Donc l'objectif des ADR, c'est de faire ça. C'est de faire aussi un des bénéfices qui est plutôt intéressant, c'est la partie onboarding des nouveaux. Voilà. Moi, j'arrive dans un nouveau contexte mission. Ils ont mis en place du Rust, c'est magnifique. J'en fais pas, mais a priori, ça a l'air plutôt sympa. Mais voilà, pourquoi ce choix a été fait? Pourquoi on est parti sur cette techno? Voilà. Une ADR, du coup, c'est quelque chose de court. Une page ou deux, pas plus. Donc on est là en train de se dire, on va transformer une architecture multi-instance en multi-tenante et je dois faire ma réflexion en 2 pages. Ça commence à être plutôt challengeant. Donc l'ADR, l'objectif, c'est de lui donner un peu toutes ces informations-là. L'information la plus importante, mis à part le fait de donner un titre explicite, de trouver des nomenclatures, de mettre à disposition les ADR quelque part pour pouvoir les retrouver facilement. MKDocs, a priori, peut être un super outil. On utilise Confluence de notre côté, bon, c'est un autre outil. Mais en tout cas, l'information la plus importante qu'on retrouve dans une ADR, pour moi, c'est pas forcément la décision, c'est pas forcément les solutions qu'on a envisagées, mais c'est surtout de poser le contexte dans lequel on a pris cette décision. Donc bien souvent, on prend des décisions, et cette décision, on s'en rappelle, ah ouais, l'année dernière, on s'est dit ça, mais pourquoi on s'est dit ça? Encore une fois, je reviens là-dessus. Le contexte, c'est quelque chose qui est super important dans les ADR, et son objectif, c'est d'identifier une problématique. La problématique de demain, c'est qu'on ne sait pas faire du multitenante. Comment je fais? Comment j'aborde cette problématique? Je pose le contexte de façon factuelle en essayant de ne pas être trop orienté vers une solution qu'on a déjà en tête. Là, c'est toujours un peu compliqué. On expose des solutions. On les travaille ensemble. C'est un outil de communication, les ADR. Donc l'objectif, c'est de les travailler ensemble. C'est de les travailler avec les équipes produits. C'est de les travailler, pourquoi pas, avec le métier pour comprendre un petit peu la problématique. Donc on travaille ces solutions et on verra comment on les travaille dans le slide juste après. Et après, on prend cette décision. Donc la décision, la seule. Voilà, l'objectif, c'est pas de se dire bah, on pourrait faire ça ou on pourrait faire ça. Là, il faut vraiment aller dans le cœur du sujet et de se dire on a tranché, on fait comme ça. Toute décision aura potentiellement des conséquences sur le système. Donc les conséquences sur le système, c'est je souhaite faire du multitenante. L'infrastructure va forcément se réduire. Peut-être qu'on peut aller chercher des choses auprès de la partie, sur la partie FinOps, sur notre infrastructure. On peut sûrement aller chercher des choses. Peut-être que la conséquence de ma décision va m'ouvrir de nouvelles ADR. En me disant, bah tiens, maintenant j'ouvre ça, j'ai du multitenante. Ah ouais, maintenant ça me débloque ça. Ça pourrait être sympa. Donc j'initie des nouvelles ADR. Et après, globalement, le statut, voilà, on travaille l'ADR, elle est en draft, elle est acceptée, elle est en cours de revue, enfin voilà, c'est des statuts assez classiques. Et moi, j'aime bien rajouter les parties prenantes. Alors, c'est pas forcément, on les met pas forcément tout le temps dedans, mais le fait d'avoir les parties prenantes, des fois, encore une fois, c'est le joker magique. Non, tu peux pas me dire que t'es pas d'accord. Voilà, on a tamponné ensemble que tu étais d'accord. C'est un joker, je vois, c'est un joker qui peut pas qui marche pas tout le temps. Mais en tout cas, l'objectif de l'ADR, si je diverge un peu sur ce sujet-là, c'est aussi de les réévaluer régulièrement. Les ADR, tout ce qu'on fait aujourd'hui est du code legacy demain, et les ADR, toutes les décisions qu'on prend sera du code des architectures legacy de demain. Donc l'objectif aussi d'avoir un référentiel de décision, c'est de pouvoir se reposer un jour en reprenant toutes nos ADR, en disant bah, on a pris cette décision-là, on l'applique depuis 2 ans, là on ne comprend pas en fait pourquoi on a fait ça. Donc c'est aussi de les faire évoluer. Donc le MKDocs, c'est plutôt quelque chose de sympa pour avoir ce document court qui centralise pas mal d'informations. Et comment on travaille ces solutions et ces ADR? Moi j'utilise l'analyse SWOT, qui est assez classique et qu'on peut utiliser sur plein de domaines. On cherche les forces et les faiblesses de nos différentes solutions et on regarde, donc les forces et les faiblesses, c'est plutôt des problématiques internes à ce que je vais faire. Et après, on regarde si le fait d'apporter cette solution, quelles sont les opportunités pour demain dans l'entreprise ou en dehors de chez moi. Et aussi, quelles sont les menaces à ce que je suis en train de préparer.
Donc ça, le SWOT, c'est quelque chose d'assez important et ça permet encore une fois de capitaliser sur ses forces, minimiser ses faiblesses, exploiter les opportunités, atténuer les menaces. Pour ça, un plan d'action pour gérer tout ça. On a fait une ADR et enfin, on a défini le cadre de nos ADR. Par contre, si j'ai pas de solution, ça arrive. Alors, vous me direz, pas de problème, pas de solution. Pas de solution, pas de problème, pardon, dans ce sens-là. Un problème qui n'a pas de solution est souvent un faux problème. Sauf que si on a détecté un problème, c'est qu'il y a sûrement quelque chose. Il y a sûrement quelque chose qu'on ne peut pas résoudre. Peut-être que dans 30 ans, on arrivera à résoudre ce problème-là. Mais en tout cas, c'est important aussi de tracer des décisions de non-décision. C'est un peu bizarre, hein, mais de se dire, on s'est posé, on a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On n'a pas de solution. Par contre, on va quand même l'adresser en disant que, ok, on avait ce contexte-là, on ne sait pas quoi faire. La décision est de ne rien faire, mais en tout cas, on a bien ce document quelque part. Voilà, là c'est juste sur la partie un petit peu historisation de nos non-solutions et nos décisions de ne rien faire. Et ça, globalement, c'est de la dette technique. On a fait nos ADR, c'est magnifique. Maintenant, je vais faire des choses, du multi plein de trucs. Je sais que je veux passer de ça, de mon multi-instance, à mon multi-tenante. J'ai défini, tout le monde est d'accord, j'ai défini plein d'ADR en disant, bah ok, il faut commencer à passer des langues partout, il faut commencer à voir comment on peut découper les bases de données, il faut commencer à regarder comment mes microservices peuvent me répondre. Et globalement, on s'est dit, ok, on n'arrivera pas à faire un Big Bang, il faut qu'on trouve une phase transitoire. Donc on va essayer de planifier ce qu'on souhaite faire avec toutes nos ADR et surtout avec ce projet-là. Donc ce qu'on souhaite faire, ce qu'on est en train de faire, c'est de faire de l'hybride entre les deux. Donc on va tirer le meilleur des deux mondes et le mauvais des deux mondes. C'est ça aussi. Donc l'objectif, c'est de se dire, ok, j'arriverai pas à le faire, même si je me prends 6 mois, c'est impossible de faire ça, j'y arriverai pas. Là, l'objectif, c'est j'ai essayé de vous découper un petit peu le site web. Hein. J'ai mis une gestion de produits, une gestion de prix, une gestion de stock. Voilà, j'ai simplifié au maximum. J'ai un front et j'ai tous mes sites. L'objectif, c'est de se dire, ok, je vais essayer de gérer une partie multitenante. Globalement, j'essaye de gérer mon front en multitenante, j'essaye de gérer quelques microservices assez simples pour moi en multitenante, j'y passe des langues, j'y passe des locales, et j'essaye de faire des choses au niveau des bases de données pour que je puisse répondre à cette problématique. Et après, par contre, je ne m'interdis pas demain de garder du multi-instance sur des composants sur lesquels l'effort est beaucoup trop compliqué là maintenant pour adresser le multitenant. Donc effectivement, là, la gestion des stocks, trop compliqué, peut-être un logiciel qui ne me permet pas de gérer ça. Bah écoutez, gestion des stocks, ok, je suis sur le site français, j'ai un petit bout de code applicatif là qui va faire un magnifique switch, qui va router mes appels vers le bon composant de stock. C'est une phase transitoire. On a écrit dans nos ADR que ce plan-là était une phase transitoire, qu'on pouvait ne pas aller au bout. Par contre, les conséquences de ça, si on s'arrête en plein milieu, c'est d'avoir les inconvénients de tout, d'être dans une situation un peu, pas chaotique, mais un peu merdique entre les deux mondes. C'est écrit, c'est compris, et ça a été partagé. On a une grande idée, on sait qu'on veut faire du multitenante, mais on a pris cette décision de faire cette hybridation entre les deux mondes. Mais en tout cas, on s'active pour que ça soit transitoire. Techniquement, séparation de la donnée. Donc on a pris chacune de nos bases de données. Là, j'ai repris la petite base de prix. Donc on avait plusieurs façons de faire. Soit notre microservice, il prenait les différentes langues et il pouvait, si on voulait, interroger les bases de données historiques. Donc voilà, si j'ai un appel qui vient de la France, j'interroge la base de données française. Si j'ai un appel qui vient de l'Espagne, j'interroge la base de données de l'Espagne. Donc faire pareil, un switch applicatif sur nos bases de données.
j'avais la possibilité de gérer, je vais faire plutôt celle qu'on a choisie, la petite coche verte là-haut, de gérer vraiment l'internationalisation de mes prix à la ligne. Donc ça, c'est finalement refaire ce qui avait été fait dans le modèle historique d'il y a 20 ans. Donc c'est ce qu'on a choisi. On a choisi de rajouter une notion de pays, de local, quelque part. Donc on va choisir entre un pays et une locale, hein, je vous dis toujours les deux, mais c'est pas toujours simple. Hein. Là, on parle de prix. Est-ce que mon prix est identique en Belgique alors qu'on a la langue française et la langue néerlandaise? Est-ce que c'est le même prix? Normalement, oui. Est-ce que mon stock est pareil pour les deux langues? Pas forcément. Est-ce que les traductions sont pareilles pour mes deux langues? Pour ma base de produits, bah, je dois être plutôt à la langue qu'au pays. Voilà. C'est toutes des notions un peu particulières qu'on va ramener à ça. La plus simple, c'est pas la plus simple à implémenter. Enfin, voilà, on doit repasser partout, on doit modifier nos modèles de base de données, on doit rajouter une colonne pays, alors qu'on a déjà une colonne qui traîne pays, qu'on ne sait plus pourquoi, par qui elle est utilisée, mais on la laisse au cas où. Mais en tout cas, voilà, on rajoute cette colonne pays, et effectivement, c'est le plus joli dessin après. Moi, j'aime bien faire des dessins, hein. Mais voilà, on a une base de données, et c'est l'information est stockée au niveau de la ligne, et pas au niveau d'un switch de base de données, ou au niveau... La dernière solution qui est de se dire, bah, plutôt que créer des bases de données différentes, enfin plutôt de réutiliser les bases de données différentes, j'utilise la même base de données, mais je mets des schémas différents. Bon, on est un peu dans le même concept que la base de données. En tout cas, le fait d'être au niveau de la ligne, notre objectif, c'était que ça ne nous coûte pas trop cher à terme d'ouvrir 20 pays. Donc voilà, si mes prix, je dois continuer à avoir 20 bases de données derrière, ça va commencer à me coûter cher, même si la base de données, elle est réduite pour d'autres. Mais je ne me l'interdis pas dans certains cas, encore une fois. On fait un peu la couleuvre en essayant de suivre nos ADR, mais voilà, on s'est donné un peu de mou dans tout ça. Et après, la séparation applicative, hein, c'est le petit switch là-bas, c'est de se dire, à un moment ou à un autre, bah, effectivement, je dois diffuser la notion de tenante, de pays, de local. Donc, cette notion de tenante, je dois le diffuser dans tout mon système et faire des choix en fonction de ce tenante. Donc, les choix dans la partie multitenante, en tant que tel, si je veux appliquer des promotions sur les prix de mon site espagnol et pas sur mon site français, là, on va commencer à se dire, voilà, il faut que j'implémente des trucs assez compliqués. Ça se fait. Voilà, je peux customiser. C'est peut-être un peu plus compliqué que si j'avais deux bases de code différentes. Et donc voilà, on va faire arriver des besoins de feature flipping. Et encore une fois, on va choisir là où on veut atterrir en fonction des besoins. Et je rappelle, hein, le but c'est de mixer les deux mondes pour pouvoir se donner de l'air en termes de... Pas se donner de l'air, mais surtout se donner une visibilité des étapes. On est en train de franchir un grand escalier de je ne sais pas combien de marches. Et voilà, on sait qu'on a des marches et on sait qu'on peut s'arrêter et rester au milieu de l'escalier. Et ça doit être une phase transitoire. Le dernier petit, alors ça c'est plutôt sur la partie infrastructure. Ouais, ça passe encore. Je suis désolé, c'est un peu pastel, mais c'est quoi là? Finalement, la notion de multitenante, elle est portée par le besoin d'avoir des sites web ayant le même code déployé sur la même infrastructure et qui gèrent plusieurs sites. Mais finalement, on le gérait déjà depuis bien longtemps. Encore une fois, je reviens sur la partie création arrivée de Google Cloud et tous des providers cloud dans un cluster Kubernetes. On a un cluster Kubernetes, on s'est isolé dans le même cluster Kubernetes des choses et déployer des choses dans le même cluster pour des clients différents, pour des environnements différents. Là, je vous ai représenté un petit peu un découpage en namespace qu'on pourrait faire dans un cluster GKE hors prod. Voilà, j'ai un environnement qui est spécifique pour chacun de mes microservices par pays et par environnement. Tout ça déployé dans le même cluster. Bah, finalement, ça, c'est du multi-tenant. Multi-instance, ça aurait été de dire bah, mon microservice de prix français en UAT, c'est sur une machine. On va pas mettre chaque pod va pas avoir son cluster GKE. Alors la suite, je vais m'asseoir du coup cette fois-ci. Je vais vous faire une petite démo d'une idée. Alors c'est une idée qui est un peu particulière. Mais plutôt... Voilà.
se mettre prêt. Mais plutôt dans l'air du temps, on va faire un peu d'IA. Mon objectif, c'était d'essayer d'avoir, à partir de toutes mes ADR, un genre d'assistant. Un assistant, j'ai appelé ça un architecture bot, où je lui dis ce que je veux faire. Alors c'était pour essayer. Je ne sais pas où je veux aller avec ça. Mais je me dis, voilà, j'ai un LLM, on fait du RAG, on en a parlé ce matin. Je lui donne des documents, des PDF, très bien. Et je lui pose des questions. Et je regarde un peu comment ça interagit avec tout ça. Donc j'ai essayé de faire ça, un peu en mode alors, je vais essayer, hop, je vais changer. Alors, hop. C'est ça. Je peux fermer ça. Ça marche pas. C'est pas grave. Ah bah non, je peux pas là. Je vais recopier l'écran. Magnifique. Donc j'ai un petit chatbot qui me permet de me connecter à plusieurs LLM. Et voilà, j'ai un petit chatbot Gemini et je lui posais la magnifique question. J'ai besoin d'intégrer un fichier CSV, un fichier XML. On en a encore. J'ai besoin d'intégrer un fichier CSV de prix dans mon microservice Spring Boot. Le contexte est plutôt light. Je ne mets pas de bonjour ni de merci. Je sais que si demain l'IA prend le contrôle, je serai mal vu. Mais voilà, pas de problème, pour intégrer, c'est magnifique. Tu fais du Spring Boot. Il me propose de rajouter quelques dépendances. Voilà, bon, il m'explique pas mal de trucs. Jackson Parser CSV, c'est magnifique. Voilà. Il me propose pas mal de choses. Et voilà. Je ne vais pas donner de contexte, il me propose des choses. Donc je suis juste sur Gemini, j'ai pris Gemini, j'aurais pu en prendre un autre. Ce que je vais faire là, c'est que je vais changer d'assistant. Je vais aller sur un assistant que j'ai créé, sur lequel j'ai rajouté plusieurs ADR. Alors c'est assez light, et en plus j'ai dû anonymiser des petites bricoles dessus. Mais globalement, là je vais essayer de lui poser la même question. Hop. Donc je reviens dans mon petit bot. Je lui pose exactement la même question. Et là, tout de suite, on est en mode, comme vous le voyez ce matin, RAG. Donc ça veut dire qu'il a la possibilité d'aller voir dans un ensemble de documents qui ont été vectorisés, etc., et de me proposer une architecture qui correspond à ce que j'ai, par exemple, dans cet ADR qui me dit comment traiter un fichier déposé dans un bucket. Donc là, j'ai complètement contextualisé mon LLM avec... là, j'ai 3 ADR dedans, c'est pas non plus énorme. Mais là, il me dit tout de suite, OK, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai volontairement demandé de me faire un petit diagramme C4 en Mermaid à côté. Donc on va aller voir ce que ça donne tout ça. Hop. Mermaid, hop. C'est pas celui-là. Bon, c'est pas super joli, mais globalement, j'ai un data provider qui va me fournir une personne qui va m'uploader un fichier CSV. C'est peut-être pas une personne, ça va être mis dans un bucket. Je vais avoir un service de prix et je vais avoir l'intégration avec la Cloud Function normalement. Et voilà. Donc, en donnant à mon LLM, je vais donner que 2-3 fichiers, j'arrive à avoir des aides plutôt efficaces. Ça remplace pas la connaissance qu'on a en interne, mais ceci étant, ça peut donner aux équipes qui souhaitent commencer à défricher techniquement un problème, à voir où elles doivent aller, ou en tout cas à challenger peut-être aussi des ADR. Donc voilà, je voulais juste vous faire cette petite démo sur ce contexte-là. Je ne sais pas où ça va aller, mais effectivement, c'est des idées qui peuvent être plutôt intéressantes pour demain.
Ce qui est sûr, c'est que pour que ça marche, ce genre d'outil, on a besoin d'un référentiel complet, de documents. S'ils sont tous formatés plutôt de la même façon, comme on a vu, comme des ADR, c'est plutôt pratique, hein, c'est assez simple. Si on le fait en MKDoc, c'est du Markdown. Du Markdown, c'est super bien interprété par tout ce qui est LLM et moteur de RAG, donc c'est plutôt quelque chose de sympa. Je termine toujours sur cette phrase-là, parce que je trouve qu'elle est plutôt importante dans le monde, dans mon monde professionnel, on va dire, et ayant fait beaucoup de travaux à la maison aussi, c'est important de bien concevoir les choses dès le début. Et vous voyez, avec ce petit outil-là, je me dis, je donne la possibilité à n'importe qui de commencer à concevoir des choses plutôt bien, plutôt dans les règles, plutôt dans les standards qu'on a définis dans notre entreprise. Et bien souvent, c'est peut-être du vécu aussi chez vous, les sujets, des fois, ils partent sans avoir consulté les bonnes personnes, et on est obligé de rattraper des choses. Le fait d'avoir ces outils-là, peut-être que demain, les sujets partiront comme d'habitude sans nous consulter, mais quand on devra les rattraper, on aura moins de boulot. Voilà. Je vous remercie. Le petit open feedback, si vous voulez donner des petits tips sur cette présentation, et si vous avez des questions. Ouais, on m'entend ? Ouais. Je voulais savoir comment sont vécus les ADR par les équipes chez toi, et comment se passe la prise de décision, justement, quand vous faites un atelier ADR, qui prend la décision alors ça peut être une personne ou plusieurs, hein, bien sûr, mais voilà, quel est le retour d'expérience vécu par les équipes et comment vous prenez les décisions quand il faut la prendre ? Alors le retour d'expérience, c'est plutôt bon, parce que comme je te disais juste avant, souvent on rattrape les sujets au vol, et le fait de rattraper les sujets au vol, c'est beaucoup plus chiant pour les équipes d'avoir des archis sur le dos en disant bah non, faut pas faire comme ça, faut plutôt faire comme ça, parce que là tu vas avoir tel problème, et c'est plus long, ça coûte plus cher, etc. Donc le retour de ça est plutôt positif. Et comment on les travaille, encore une fois, je disais tout à l'heure, de façon collégiale. Les solutions, souvent, c'est la cellule archi qui va les proposer. On va potentiellement, et finalement assez souvent, les travailler avec les tech leads des différents produits quand ça impacte leurs produits. Là, on parle de multitenants, donc ça touche tout le monde dans la direction des sites web. Donc ça, on a essayé de travailler ça avec eux. Et après, la décision, on essaye d'embarquer aussi des décideurs dans la décision. Donc en gros, on va chercher du sponsor et du relais aussi pour appuyer tout ça. Voilà. Donc décision plutôt collégiale, en tirant les bonnes personnes. C'est là où c'est un peu compliqué de trouver qui tu dois aller chercher. Et après, des fois, tu te retrouves avec des ADA où tu as 25 personnes dessus, et c'est ça la dérive. Mais voilà, on n'en est pas là. Ah, la dernière, sur le fil. Est-ce que tu as déjà eu à aborder un contexte multi-tenante, mais plutôt multi-compagnie ? Parce que là, ce qu'on voit, en fait, c'est que ton site web, s'il est porté par une entreprise, j'ai l'impression, qui est mondiale, avec des canaux de distribution dans chaque pays. Est-ce que tu l'as eu dans un contexte où, je sais pas, tu as un groupe qui a X secteur d'activité, et pour le coup, tu as un canal de distribution centralisé, décentralisé, où j'imagine que la complexité n'est pas tout à fait la même, parce que tu peux peut-être mutualiser plein de choses communes dans une appli. Ouais. Pour autant, sur ta couche infra, tu as peut-être des choses à penser un peu différemment. Je ne l'ai pas vécu dans le côté applicatif, je l'ai vécu dans le côté plutôt infrastructure. Okay. Je l'ai vécu sur la mise en place d'un
cluster centralisé Kafka pour toutes les enseignes d'un groupe de distribution de matériel de bricolage. Ok, intéressant. Où effectivement tu réfléchis à comment concevoir ça en prenant du coup en compte les problématiques géographiques. Si tu as du Brésil, ton cluster est en France, c'est problématique. Donc il faut penser, par exemple dans le cas de Kafka, d'utiliser de la réplication de données de tes clusters de France, de pouvoir permettre, grâce à une nomenclature, finalement c'est la nomenclature, le nommage de tous les topics qui fait le boulot, globalement dans ce cadre-là. Mais du côté applicatif, j'ai pas vécu de sujet comme ça. Ok, intéressant. Voilà. Merci Sébastien. Merci à vous.